fait, vous savez, comme toujours, hein, nos sujets, ils nous viennent de nos discussions dans la semaine avec nos clients. Et j'étais en train de parler cette semaine avec un entrepreneur qui avait un problème de financement. Et il y a des cas dans lesquels pour se financer, le banquier, ce ne sera pas le bon parce qu'il va regarder les volumes qu'on a actuellement et on est en trop forte croissance pour qu'ils comprennent que ce n'est pas un problème de nous financer maintenant. Donc, il faut trouver autrement. Et là, on a passé un peu de temps à regarder ce qu'on pouvait faire avec les fournisseurs. On va essayer d'évoquer dans cette chronique comment on fait pour travailler avec son fournisseur sur ces sujets, avec un cas numéro 1 qui sera de voir le fournisseur qui vient financer du marketing. Un cas numéro 2, c'est le moment où le fournisseur, on va lui proposer de nous faire du volume supplémentaire, mais qu'il finance. Et le cas numéro 3, c'est tout simplement la possibilité d'acheter le fournisseur qui permet de créer du financement. Donc, vous voyez 3 cas rapides qu'on va regarder qui donnent une idée des idées différentes. Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle édition des Chroniques Melchior pour l'entrepreneur. Tous les vendredis à 10h30, on va parler de sujets qui concernent les entrepreneurs, des idées différentes. Alors, imaginez qu'on est dans le cas où on développe un nouveau produit, un nouveau concept, un nouveau service qui est basé sur un produit qu'un investisseur, qu'un fournisseur a développé, sur lequel il a beaucoup misé. Et si on va mal, si on a des difficultés, est-ce que le fournisseur est conscient de notre situation? Et est-ce qu'il a évalué ce que ça lui coûterait pour nous de disparaître? Pour lui, ce que ça lui coûterait si on disparaissait? Du coup, la question devient, s'il a conscience de ça, comment est-ce qu'on peut le faire participer à nos efforts? Et donc, nous, on a eu un cas comme ça où l'usine, après une discussion, a décidé d'investir au titre du marketing 200 000 euros, ce qui était très, très bien, en l'espace d'un dîner. Alors, pour le contexte, hein, c'était des entrepreneurs que j'avais rencontrés via une introduction un mois avant qu'ils ne partent au CES. Et donc, je les voyais après au CES. Alors, ce n'est pas eux, hein, c'est pour vous montrer le petit stand au CES. Ils étaient sur un petit stand comme ça. Et puis, ils avaient l'air de faire triste mine. Donc, je leur dis, mais qu'est-ce qui vous arrive? Ben voilà, on n'a plus d'argent, là, on arrive au bout. Et bon, là, tous les projets, on voit qu'ils vont prendre plus de temps que prévu, donc on risque de mourir avant d'avoir réussi. Et en fait, ils avaient un produit qu'ils essayaient d'imposer dans le retail, qui était sur des bases de RFID, donc de capteurs sans contact. Et ils avaient un fournisseur qui fournissait les puces RFID, et il avait investi une dizaine de millions d'euros, enfin de dollars en l'occurrence, dans une nouvelle ligne pour produire uniquement ça. Et ces clients-là, ces entrepreneurs qu'on revoyait, ils étaient la dernière possibilité, la dernière entreprise qui était en train de travailler sur des cas réels qui montraient que la ligne de 10 millions qu'on avait investie, il y avait encore un espoir. Donc en fait, si on arrêtait notre activité, eux, ils arrêtaient la ligne. Est-ce que ça valait le coup de remettre 200 000 dollars sur la table pour continuer un an de plus à voir si on réussissait enfin à décrocher ses clients? Il suffisait de demander. Le cas numéro 2, c'est le cas où on va proposer un volume supplémentaire. Donc, qu'est-ce que je veux dire par là? Mettons qu'on achète un volume de 10 déjà aujourd'hui et que le client, comme on est une petite boîte, il nous fait payer au cul du camion, mais on le fait. Et puis du coup, on ne peut pas faire plus. Et notre fournisseur, et ça c'est important, il a une capacité de production.
le goulet d'étranglement n'est pas là. Il pourrait produire 100, il arriverait à le produire. Du coup, on va lui demander, mais et si jamais on t'achetait 100 au lieu de 10, mais qu'on te paye au fur et à mesure des livraisons, tout en payant la matière première, parce qu'il ne faut pas que ça te coûte, est-ce que ça serait intéressant pour toi? En réalité, c'est très intéressant. Il ne prend pas de risque, puisqu'en fait, il nous livre le produit que quand on le paye. Il a des charges fixes qui vont être les mêmes, avec un chiffre d'affaires qui va exploser. On multiplie par 10 nos commandes, il a une facture, il nous a facturé, et donc son profit augmente. C'est juste que son cash n'augmente pas, mais il ne diminue pas. On ne lui a pas demandé de nous prêter d'argent, en fait. On lui a dit, tiens, tu vas utiliser tes bonhommes que tu payes de toute façon, tu vas utiliser ton usine que tu payes de toute façon pour nous livrer des produits que nous, on va pouvoir vendre et qui vont normalement permettre, du coup, de te payer très vite. Il a notre marchandise en garantie, puisqu'il l'a chez lui. Donc évidemment, ça ne fonctionne que si son goulot d'étranglement est disponible. Ça ne fonctionne que si on n'est pas en train de lui demander, en passant de 10 à 100, de ne pas livrer d'autres clients. Donc en général, ce qui est intéressant, c'est que ça peut se faire en disant, mais du coup, tu le produis quand tu veux, il n'y a pas, tu vois, on n'en a pas besoin à main tout de suite. On va en avoir besoin, on voudrait que ce soit disponible. À chaque fois, tu as du temps libre, fais nos produits, et puis nous, on t'achète jusqu'à 100. Le cas numéro 3, c'est le moment où finalement acheter le fournisseur est plus va être plus facile pour financer que de chercher à se financer nous-mêmes. Donc, qu'est-ce qu'on veut décrire là? C'est le banquier qui ne veut pas nous prêter parce qu'on a une activité trop récente, parce qu'on a des fonds propres trop faibles, parce que. Le fournisseur, lui, il serait éventuellement en vente parce qu'on sait que son dirigeant est pas loin de la retraite. Pas encore, mais pas loin. Il nous aime bien, il aime bien ce qu'on fait. On fait des produits intéressants. Euh, il a une activité. Pour le banquier, il est quelqu'un qui est bancable. Donc, si on devait l'acheter, le banquier, il peut prêter 4 fois les l'EBITDA. Donc, nous, on peut proposer à ce fournisseur, au propriétaire, on peut lui proposer de racheter la moitié de ses parts pour 3 années d'EBITDA. Et on garde du coup une année d'EBITDA pour financer l'activité. Donc, tout le monde est content. Le client, le fournisseur, il nous transmet ça petit à petit, donc il n'y a pas de stress sur l'entreprise. Le banquier, il y a une partie de ce qu'il prête qui va servir à faire à couvrir l'exploitation, donc il sent qu'il ne va pas avoir de tension là-dessus, ça va être bien. Nous, on achète sur une base de 6 années d'EBITDA, c'est bien, c'est un bon prix, mais en 2 fois. En 2 fois, on va le payer sur 6 ans. Et finalement, ça transforme ça en une bonne transmission, quelque chose de bien fait. Vous voyez qu'on a résolu, en faisant ça, le problème du financement et on a éventuellement trouvé une solution pour la transmission de notre fournisseur et pour nous avoir un élargissement de notre périmètre vers l'amont. Donc, en conclusion, il faut regarder ça dans le cadre de la stratégie d'écosystème que j'avais déjà évoquée il y a quelques mois, c'est-à-dire le fait qu'on doit comprendre tout ce qu'il y a autour de nous et, et tous les gens avec qui on interagit. On doit les comprendre afin de proposer des choses qui soient faisables et utilisables pour chacun. Alors évidemment, tout ça,
est très simple. Je n'ai pas dit que c'était facile. J'ai dit que c'était simple, c'est-à-dire qu'il va falloir convaincre une entreprise de produire plus sans recevoir du cash en plus, mais de regarder ça comme un bénéfice dans son compte de résultat, quelque chose qui va faire plaisir aux banquiers et sur lequel ils n'ont pas grand risque, mais qui n'est pas naturel, qui n'est pas normal, qui oblige à sortir des pratiques habituelles, oblige à se dire oui, peut-être que des clients vont nous demander les mêmes choses. Est-ce qu'on a vraiment envie de faire la même chose? Donc, il faut comprendre ces interlocuteurs, il faut comprendre leur boulot, il faut comprendre leurs enjeux pour pouvoir faire des propositions qui soient des vrais deals, qui soient des vrais, comme dit Goldratt, mafia offer, des offres que la mafia nous fait et qu'on ne peut pas refuser. Et enfin, il faut oser en parler parce que, évidemment, ce sont des pratiques non habituelles, non connues. Et poser la question est la première étape pour réussir à monter un deal intelligent qui fasse le bonheur de tout le monde. Qu'est-ce que ça vous inspire? Comment est-ce que vous intégrez ça dans vos pratiques ou dans les pratiques des clients avec qui vous travaillez? Qu'est-ce que ça vous a… Est-ce qu'en fait, on peut parler d'une forme d'effectuation? Parce que finalement, on fait le tour des parties prenantes et on voit comment on peut les faire interagir entre elles. Alors, tout à fait. Dans le cadre de l'effectuation, évidemment, ça va prendre sa place. C'est certain que le fait de faire du patchwork avec l'environnement, etc., on est en train de parler de ça. Qu'est-ce que toi, tu peux apporter sur la table et comment est-ce qu'on s'assure que tu en auras un retour qui t'assurera satisfaction? C'est très juste que finalement, les entrepreneurs qui ont tous cette tendance à pratiquer l'effectuation, ils vont beaucoup plus facilement euh, être tentés par ce genre de pratique. Franck, est-ce que ça t'inspire? Toi, tu Non, ça ne, n'as pas de fournisseur, toi. pas vraiment. Donc, ça ne m'évoque pas de cas concrets. C'est vrai que ce qui est très clair, c'est que ça ne concerne que les gens qui ont des fournisseurs qui représentent une partie conséquente de leurs produits. En l'occurrence, une production qui d'ailleurs doit être suffisamment proche, hein, parce que des Chinois, ils vont avoir du mal à faire ça tant qu'ils n'ont pas une confiance suffisante en nous. Donc, ces sujets, quand on parle par exemple de l'augmentation du volume, ça va concerner seulement certains. Les sujets d'investissement marketing, c'est souvent lié au fait qu'on travaille avec eux depuis quelque temps, qu'ils admirent nos efforts, qu'ils seraient désolés qu'on s'arrête si tôt. Mais ça peut exister dans le cadre de produits dont on soit les distributeurs, etc. Et que finalement, on n'a pas envie de perdre son distributeur et on a envie de lui donner un peu un boost pour qu'il puisse enfin réussir.